Merci beaucoup. Donc je passe la parole à Awa et vous invite à vous préparer à répondre aux quiz qui font partie de sa présentation. Merci beaucoup Delphine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi chargée de vous parler de mon malade saigne. À plusieurs, c'est jamais pareil, donc il faut en comprendre la mère et l'enfant. Donc j'ai choisi de partir d'un cas clinique, mais il y a pas mal d'éléments qui ont déjà été discutés dans les présentations précédentes qui s'appliquent à l'obstétrique. Donc il y aura des redites, mais bon, c'est aussi ça de faire passer les messages. Je crois qu'il y aura des messages à partager aussi qui correspondent tout à fait à la situation obstétricale. Donc je vous propose de discuter du cas d'une patiente qui a 30 ans, qui est d'une deuxième part, qui n'a pas d'antécédent particulier, qui a un IMC à 29 et qui a déjà accouché une fois par voie basse ou péri et qui a eu une césarienne en 2019 sous rachianesthésie pour un placenta recouvrant et qui s'est bien passé. Là, elle consulte aux urgences à 35 semaines d'aménorrhée. Avant son terme, bien sûr, dans un contexte de saignement avec des métrorragies qui sont persistantes, qui sont abondantes. Et on a une pression artérielle qui est à 90-55 mm de mercure, une fréquence cardiaque qui est à 105 battements par minute. Elle a une saturation satisfaisante à 100% à l'air ambiant. On note que son hémoglobine à l'arrivée est à 9 grammes. C'est le taux qui était déjà retrouvé la semaine précédente lors d'un contrôle initial. Et on lui fait une échographie et on trouve que le placenta est une fois de plus, pas en insertion normale, mais bas inséré. Il n'y a pas de retentissement fœtal. Néanmoins, ce qui a été décidé, c'est de faire une césarienne en urgence. Donc peut-être avant de vous faire discuter sur ce cas et vous proposer quelques questions, déjà, on a dit les situations à identifier, déjà se préparer, anticiper. Là, dans ce contexte particulier, on a 3 éléments qui nous font dire que c'est une patiente qui est à risque de saignement important. Dans la littérature, on retrouve un certain nombre d'éléments en obstétrique qui sont, quand ils sont présents, on a un risque de transfusion de plus de 2 kg notamment. Ce sont par exemple les anomalies d'insertion placentaire, le placenta bas inséré, le fait d'avoir une anémie prépartum, donc avoir un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes et d'avoir un saignement actif. D'autres éléments peuvent être retrouvés également, recherchés en tout cas. C'est la patiente qui est une grande multipare, c'est la patiente qui a une macrosomie, un contexte infectieux également avec une choriomyotite. Ce sont des situations pour lesquelles on va se préparer parce qu'on sait que s'il y a un saignement derrière, ça va être quelque chose d'important. Alors se préparer, je ne vais pas vous relister tout ce qu'on a discuté déjà pas mal. Peut-être insister sur 1 ou 2 points quand même par rapport à l'obstétrique. C'est peut-être déjà de rappeler que... Pardon. Ça, c'est le pointeur. Non. Si. Alors, de rappeler que peut-être le cell saver, hein, la place du cell saver a été discutée pendant longtemps en obstétrique parce qu'on avait peur de transfuser des éléments amniotiques et donc d'entraîner des embolies amniotiques. Alors, on est tous d'accord maintenant que cette crainte maintenant est écartée parce qu'on a des filtres extrêmement performants qui permettent de limiter ce risque-là. Et donc, le cell saver a toute sa place en obstétrique, notamment quand on anticipe des saignements massifs. Donc, quand on en a l'occasion, en tout cas la possibilité, ce n'est pas le cas partout, en plus d'accélérateurs et chauffeurs et puis de tous les autres éléments de préparation qui sont discutés ici, eh bien, on peut aussi avoir à utiliser un cell saver. Peut-être revenir aussi sur le sac de recueil dans la quantification. C'est quelque chose qu'on met en place systématiquement pour les césariennes, pas forcément systématiquement pour les vascements voie basse et pas forcément pour les césariennes. Donc on est en difficulté. On peut quantifier l'aspiration, mais parfois c'est difficile puisqu'on a aussi des pertes sanguines en dehors qui peuvent pas être aspirées mais qui vont dans les champs, dans les compresses. Et là aussi, la pesée des compresses, la pesée des champs est très important. Donc on vous l'a déjà dit, pour la conversion, c'est important de tenir compte du poids de ce que vous allez ensuite quantifier. Une place aussi, bien sûr, pour la biologie délocalisée qui est extrêmement importante et de plus en plus dans les pratiques au quotidien. Alors, on va se préparer. Peut-être, je vais vous faire scanner le QR code. On se donne un petit peu de temps pour que chacun d'entre vous le scanne et se retrouve sur le site sur lequel on va pouvoir voter. C'est parti. Allez, on peut lancer la première question.
Alors, est-ce que vous l'avez, la première question? Elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Alors, je l'ai là à l'écran. Peut-être que vous l'avez également. Oui. Donc, c'est une question à choix multiple, hein, donc il y a plusieurs réponses possibles. Alors, on est en contexte obstétrical, donc il y a la mère et l'enfant. Les éléments qui sont particuliers et spécifiques. A, maintien d'une pression artérielle systolique supérieure à 80 mm de mercure. B, maintien d'un taux d'hémoglobine supérieur à 8 grammes par décilitre. C, prévention de la compression aortocave dès le deuxième trimestre de grossesse. D, prévention de la vasoconstriction utéroplacentaire. Et E, privilégier l'oxygénothérapie à haut débit nasal pour la préoxygénation donc chez la femme enceinte, en prévision d'une intubation bien sûr. Voilà, je pense que... Tac, tac, tac. On m'a dit d'attendre 30 secondes. Très bien, on va pouvoir donner les réponses peut-être. Alors, maintien de la pression artérielle systolique au-dessus de 80. Alors la réponse était plutôt au-dessus de 100 mm de mercure. Hein, parce qu'il y a le bébé en place et qu'on va le voir, la perfusion placentaire, elle est hautement dépendante de la pression artérielle maternelle parce qu'il n'y a pas d'autorégulation. Et en dessous de 100 mm de mercure, on est déjà dans un risque de bas débit en termes de perfusion placentaire. Le taux d'hémoglobine, alors dans ce cadre-là, aussi plutôt supérieur à 10 grammes, parce que toujours pour l'oxygénation fétale, on va plutôt avoir des seuils plus élevés tant que le bébé est en place. Et puis la prévention de la compression aortocave dès le deuxième trimestre, oui, parce que là aussi, cette compression va entraîner une diminution du retour veineux et diminuer également le débit cardiaque maternel et la perfusion placentaire. Donc dès le deuxième trimestre, il faut lever cette compression en mettant un petit peu de roulis sur la gauche éventuellement ou un coussin sous la fesse pour lever cette compression. Prévention de la vasoconstriction utéroplacentaire, oui, hein, ça c'est un élément extrêmement important. Il faut limiter l'asphyxie fétale et donc tous les éléments qui vont concourir à cette vasoconstriction, on va le voir après, que ce soit l'hypoxie, l'hypoxémie maternelle, l'hypercapnie maternelle, l'hypocapnie, tous ces éléments-là vont être à l'origine d'une asphyxie fétale et donc ils sont vraiment à bannir, donc l'homéostasie maximum chez la maman. Et puis la place de l'oxygénothérapie à haut débit pour la préoxygénation, on a été un peu déçus. Hein. Dans plusieurs études maintenant, il a été démontré que n'avait pas de bénéfice par rapport à une oxygénation classique, c'est-à-dire avec le masque facial en ventilation spontanée, 3 minutes. On ne fait pas mieux chez la femme enceinte avec l'oxygène à haut débit nasal. Donc pour l'instant, les recommandations, c'est encore pour la préoxygénation. Hein. Après, l'oxygénation apnéique en cas d'intubation difficile, c'est autre chose. Alors, on va passer... Voilà, donc les bonnes réponses étaient B, C et D. Voilà, donc pour rappeler hein, vraiment la vigilance quand on endort une femme enceinte, surtout dans un contexte de saignement, être vraiment avoir à l'idée de préserver l'oxygénation maternelle, la normocapnie également, pour éviter les risques de vasoconstriction utéroplacentaire et le risque fœtal d'hypoxie, d'acidose, voire de décès fœtal. Deuxième quiz, préparez-vous. Est-ce que vous voyez apparaître la question? Oui. Très bien. Donc, dans les 3 minutes qui suivent la naissance, donc vous avez fait une césarienne sous anesthésie générale, ça s'est très bien passé. Une naissance d'une petite fille de 2,8 kg avec un Apgar à 10-10. La quantification des pertes sanguines est estimée à 1900 ml. Quels sont les éléments de votre prise en charge? Vous allez déclencher d'emblée un pacte de transfusion massive. Réponse A. Vous allez transfuser avec un ratio PFC circuloglobulaire de 1:3. Vous allez administrer de l'acide tranexamique. Vous allez administrer du calcium. Et vous allez faire un bilan biologique toutes les 30 minutes. Allez, 30 minutes à 1 heure.
Alors, on se donne encore un petit peu de temps pour que vous ayez le temps de proposer des réponses. On va peut-être demander les réponses. Très bien. Donc, alors le pacte de transfusion massive, c'est vrai qu'on le déclenche à des seuils des seuils de saignement plus importants, plutôt 2,5 litres, mais bon. Voilà, c'est une réponse qu'on peut discuter, hein, déjà à 1900 ml, dans un contexte où un saignement qui est encore en cours. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, aussi bien Marie-Pierre que Anne, on considère qu'un saignement est important à partir de 150 ml par minute. Chez la femme enceinte, le débit de perfusion placentaire, on est à 600 ml par minute. Donc on peut aller très rapidement dans des hémorragies massives. Le ratio, c'est du 1 pour 1 ou du 1 pour 2 dans les transfusions pour des saignements importants, hein. On est dans le même cadre que les autres types de prise en charge de saignements importants, voire massifs. L'acide tranexamique, bien évidemment, c'est très bien. 91%, c'est quelque chose qui a été démontré dans l'étude Woman. Le calcium également, qu'on va administrer dès qu'on aura transfusé 2-3 culoglobulaires, parce qu'on a une hypocalcémie qui peut s'installer rapidement du fait de la présence de chélateurs du calcium dans les culoglobulaires notamment, et puis le bilan biologique rapproché pour vraiment monitorer l'hémostase notamment et le taux d'hémoglobine de façon très rapprochée. On va pas avoir le temps, Awa, malheureusement, de terminer. Parce qu'il nous reste alors, c'est pas très... 1 minute pour oui, il y a pas mal de conclure. choses qui avaient été dites déjà, donc on va conclure rapidement. Juste pour les messages importants, c'est anticiper les situations à risque, comme dans d'autres configurations, traquer l'anémie du prépartum, mais ça c'est vraiment très important. L'OMS donne ce taux qui est à 11 grammes. En dessous, pour une femme enceinte, on la considère comme anémique, donc il faut supplémenter en fer par les voies ou orales ou intraveineuses. Se préparer, donc avec tous les éléments qu'on a discutés. Prévenir l'asphyxie fœtale, hein, on se souvient qu'il y a toujours le bébé en place et donc il faut préserver la perfusion placentaire. Monitorer l'hémodynamique et le saignement, le sac de recueil, l'aspiration, la pesée des compresses. Monitorer la biologie, soit de façon classique, et si on peut, c'est encore mieux avec la biologie délocalisée parce qu'on a des réponses plus rapides. En cas de saignement majeur, donc pensez à mettre dans vos établissements des packs de transfusion massive. Ça permet d'anticiper et puis surtout d'avoir une prise en charge qui est plus rapide et plus adaptée. Et le ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2 en cas de transfusion massive. Et prévenir l'hypothermie, l'hypocalcémie, ça a déjà été dit. Et la communication au sein de l'équipe entre le médecin et l'IAD, mais aussi avec les équipes obstétricales et sages-femmes. Merci. Merci beaucoup, merci à vous 5, merci à vous de nous avoir suivis toute cette journée qui est maintenant terminée. Je vous invite à suivre les futures manifestations de la soirée avec les journées monothématiques sur le sepsis au mois de mai. La journée du GIP, le 6 et 7 avril, si vous voulez encore parler d'hémostase. J'espère qu'on vous a donné des outils concrets. Anticiper, ça nous fait gagner du temps et on restera toujours en avance sur l'hémorragie. On n'aime pas être surpris au bloc opératoire. On sait gérer l'hémorragie, mais quand on réussit à garder ce temps d'avance, on garde le patient en vie. Merci à tous et à très bientôt.